Au cours de la nuit, l'Ukraine a mené une attaque de drones dévastatrice qui a laissé l'une des plus précieuses ressources de la Russie en flammes, une aciérie qui serait responsable de jusqu'à 20% de la production d'acier de la Russie. C'est un coup majeur porté à la machine de guerre de Vladimir Poutine. Alors, comment l'Ukraine a-t-elle réussi cela? Pourquoi cette frappe est-elle un véritable changement de jeu? Quel est l'avenir de l'Ukraine, alors qu'elle affaiblit la capacité militaire de la Russie? Tout a commencé avec le gouverneur régional de l'explosion de Lipetsk en Russie, qui a déclaré aux journalistes que la région avait été victime d'un raid massif réalisé par des drones dans la nuit du 13 février. Igor Artamonov a confirmé l'attaque de drones, affirmant que des débris du véhicule aérien sans pilote que la Russie aurait abattu sont tombés sur des maisons privées et une usine d'aération locale. Mais Artamonov cache quelque chose. L'Ukraine a mieux réussi qu'il ne le prétend avec cette frappe de drone. À Lipetsk, les habitants ont signalé une activité de drones et entendu les défenses aériennes russes tenter de les abattre. Mais en Russie, personne ne veut admettre que l'attaque a dévasté un élément clé de l'effort de guerre de Poutine, l'usine métallurgique de Novolipetsk. Ils ne veulent pas non plus admettre que les drones ukrainiens ont réussi à se déplacer près de 400 km en Russie pour mener l'attaque. La frappe ukrainienne a causé des pannes d'électricité massives et la mise hors service d'une usine d'acier dans la région de Lipetsk. Artamonov a écrit sur Telegram que les ingénieurs électriques reconnectent actuellement les consommateurs. Des débris de l'un des drones que la Russie aurait abattus ont également hospitalisé un employé de l'usine d'aération que nous avons mentionné précédemment. Comment l'Ukraine a-t-elle réussi tout cela? Pour répondre, nous devons explorer les drones que le pays aurait pu utiliser lors de l'attaque sur Lipetsk. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation. L'attaque sur Lipetsk vient d'avoir lieu, sans commentaire du ministère de la Défense ukrainien pour le moment. Mais nous pouvons spéculer. L'Ukraine possède divers drones capables de mener cette attaque à longue portée au cœur de la Russie. Cela inclut le UJ-2022 Airborne, un drone à moteur unique ressemblant à un avion à hélice. Il est capable de transporter une charge utile de 44 livres, qui peut être plusieurs bombes que le drone largue, ou une charge interne qui détonne lorsque le drone mène une attaque kamikaze sur sa cible. Le UJ-22 a une portée de 500 miles, ce qui signifie qu'il aurait facilement pu atteindre Lipetsk, mais c'est aussi l'un des plus grands drones de l'arsenal ukrainien. Un grand drone est plus vulnérable aux défenses aériennes russes, donc l'Ukraine a possiblement choisi un modèle plus compact. Peut-être le UJ-26 Beaver. Un autre drone ukrainien, le UJ-26 a l'apparence d'un jet de combat plutôt que d'un avion à hélice. Il possède un fuselage élégant et une queue inversée, tous deux contribuant à sa gamme impressionnante de 600 wing miles. C'est le drone que l'Ukraine a utilisé pour attaquer Moscou, ainsi que plusieurs autres cibles clés en Russie, et il est aussi capable de transporter une charge explosive de 44 livres. Grâce à son design épuré, le UJ-26 est plus rapide et plus difficile à atteindre pour les défenses aériennes russes que le UJ-22. Mais il y a d'autres possibilités. L'Ukraine a utilisé le A-22 Foxbat pour mener des attaques contre une usine de fabrication de drones russes en Tatarstan en avril 2024. Cette installation, située à 807 miles en territoire russe, montre que le A-22, similaire à un avion léger armé, peut facilement parcourir les 250 miles jusqu'à Lipetsk. Il y a aussi le FP-1, qui peut transporter une ogive de 88 livres, qui est composée de tétral explosif, et d'environ 33 livres de billes d'acier entourant le tétral. Quand le drone explose, les billes sont projetées, causant d'immenses dégâts à tout ce qu'elle touche. L'Ukraine utilise peut-être ce puissant drone en acier pour combattre l'acier ennemi. La réalité est ce que nous ne pouvons pas dire avec certitude. L'Ukraine n'a pas commenté l'attaque, et la Russie essaie toujours de fouiller les débris et d'éteindre les incendies qu'elle a causés. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que l'attaque a dévasté l'une des aciéries les plus importantes de Russie. Le Kyiv Independent rapporte que la vague de drones de l'Ukraine a ciblé Novolipetsk Steel, ou NLMK, qui est l'entreprise derrière la plus grande aciérie de Russie, et est responsable d'environ 20% de l'ensemble de la production d'acier du pays. L'usine métallurgique de Novolipetsk à Lipetsk, ciblée par l'Ukraine, est l'une des plus grandes de l'arsenal de NLMK. Elle gère un stupéfiant 80% de la production d'acier de l'entreprise, ce qui en fait un atout clé non seulement pour Poutine, mais aussi pour l'oligarque qui contrôle l'usine, Vladimir Lizin. Nous reviendrons sur lui dans un instant. Nous devons d'abord comprendre les raisons pour lesquelles l'Ukraine a ciblé cette usine en particulier. Elle veut briser la puissance militaire de la Russie.
Nous obtenons quelques indices sur l'importance de l'usine métallurgique de Novolipetsk sur le site web de NLMK lui-même. Il nous dit que l'usine de Novolipetsk est le cœur de la chaîne de production internationale unique du groupe NLMK et que l'entreprise possède des actifs en Russie, dans l'Union européenne et aux États-Unis. En 2021, elle détenait 99% du marché russe de l'acier de transformateurs et de dynamo. Elle détenait également 19% du marché de l'acier prépeint en Russie, ainsi que 31% de son acier laminé à froid et 21% de ses marchés d'acier galvanisé à chaud. NLMK est un acteur majeur, dont les produits tendanciellement sont utilisés dans tout, de la construction russe à la construction de machines et à la création d'équipements utilisés dans l'industrie énergétique russe. En somme, c'est un producteur d'acier majeur, ancré dans plusieurs secteurs clés de la Russie. Son rôle est crucial dans le secteur de l'énergie. La grève à l'usine métallurgique de Novolipetsk est un coup dur pour ce secteur. Comment la Russie peut-elle produire et vendre pétrole et gaz sans l'acier nécessaire pour construire les machines utilisées dans ces industries? Et cela devient pire pour Poutine. À quoi d'autre le leader russe pourrait-il utiliser l'acier? Les armes. Et ce sont les choses qui se font de plus en plus rares pour Poutine, alors que nous entrons en 2025. Le Centre d'analyse politique européenne, ou SIPA, affirme autant dans un article de janvier, où il désigne 2025 comme l'année de vérité pour la Russie. Pourquoi? Le complexe militaro-industriel russe est en crise, confronté à une hausse des coûts, un manque de main-d'œuvre et une perte de capacité financière pour produire de nouvelles armes. L'attaque de l'Ukraine sur l'usine de Novolipetsk aggrave la crise. Moins d'acier produit signifie que la Russie n'a pas les matériaux dont elle a besoin pour fabriquer beaucoup des armes qu'elle utilise pour bombarder l'Ukraine. Le problème de production est exacerbé par l'épuisement imminent des stocks de l'ère soviétique de la Russie, qui ne pourront plus compenser longtemps le déficit de production actuel du pays. Selon SIPA, la majorité de ces stocks seront épuisés d'ici fin 2024, vu l'offensive de Poutine dans le Donetsk, et sa tentative de reconquérir le territoire perdu face à l'Ukraine dans l'oblast de Koursk. Les stocks d'artillerie, de véhicules blindés et de chars de combat principaux de l'époque soviétique s'épuisent, rendant la perte d'un approvisionnement clé en acier dévastatrice pour Poutine. La Russie a déjà du mal à construire de nouvelles armes pour remplacer les stocks qu'elle épuise, selon SIPA. Avoir moins de matériel vital nécessaire à la construction de ces armes, combiné à une main-d'œuvre vieillissante et à un déficit de plus de 400 000 travailleurs et ingénieurs à la fin de 2022 signifie seulement une chose. Les armes de la Russie vont s'affaiblir en 2025. SIPA affirme que la qualité baisserait en 2025, même si la Russie parvenait à conserver des volumes adéquats. L'attaque ukrainienne sur l'usine de Novolipetsk fait perdre à Poutine son avantage quantitatif. La Russie ne peut même pas construire des armes de mauvaise qualité si l'un des plus grands fabricants d'acier doit gérer son principal moulin en flammes. L'Ukraine a porté un coup crucial à l'effort de guerre de Poutine avec sa frappe de drone sur Lipetsk. Elle a apporté ce coup de diverses façons. En effet, la perte de la nouvelle usine métallurgique de Lipetsk n'impacte pas uniquement la production d'armes. La baisse de la production d'acier en Russie signifie qu'elle a moins de métal à vendre. Des images vidéo sur Dix contredisent les affirmations du gouverneur Artemonov, selon lesquelles les défenses russes ont abattu les drones visant l'usine. Une vidéo de 29 secondes montre l'usine en feu, de la fumée s'élevant dans le ciel. Vers la 8e seconde, une énorme explosion suggère qu'un autre drone ukrainien a pénétré les défenses aériennes russes et atteint sa cible. Tout Russe qui voit cette vidéo ne verra pas seulement l'usine NLMK partir en fumée, mais aussi l'argent perdu à cause de l'effondrement de l'usine. L'acier et le fer contribuent à environ 5% du produit intérieur brut de la Russie, Poutine comptant sur les ventes d'acier pour générer des revenus qu'il utilise pour financer son opération militaire spéciale en Ukraine. Ces ventes d'acier ont déjà diminué tout au long de la guerre. En 2023, la Russie a expédié 11 millions de tonnes de moins du métal qu'elle ne l'a fait en 2022, les revenus en baisse en conséquence. Elle a réalisé 186 milliards de dollars de ses exportations d'acier en 2022, diminuant à 154 milliards l'année suivante. La Russie a compensé ses lourdes pertes par une hausse de la consommation intérieure d'acier. Les sociétés de construction et de génie mécanique, responsables des infrastructures, chemins de fer, tuyaux, navires et véhicules, étaient les principaux acheteurs.
Ce que toutes ces industries ont en commun, c'est qu'elles sont vitales pour la capacité de Poutine à exercer une pression sur l'Ukraine. Sans une infrastructure solide et des chemins de fer, les lignes d'approvisionnement de la Russie sont menacées. Bien que les navires aient perdu toute importance pour l'effort de guerre de la Russie, étant donné les dégâts infligés par l'Ukraine à la flotte de la mer Noire, on ne peut pas en dire autant des véhicules russes. Le pays a déjà perdu plus de 10 000 tanks et près de 21 000 véhicules blindés pendant l'opération militaire spéciale de Poutine. La fermeture d'une grande aciérie empire les pénuries d'équipements mentionnés précédemment. L'impact de l'attaque de l'Ukraine est peut-être le plus visible dans l'économie commerciale. En janvier 2024, la Russie a produit 6,2 millions de tonnes d'acier. Cela a atteint un pic de 6,6 millions de tonnes en mars 2024 avant de plonger librement. En décembre dernier, la Russie ne produisait que 5,7 millions de tonnes d'acier mensuellement. Et maintenant, elle a perdu au moins une partie d'une aciérie qui est responsable de 20% de sa production totale. C'est un coup dévastateur pour Poutine. Toutefois, Poutine n'a pas été le seul affecté par l'attaque de drones ukrainiennes. Comme mentionné précédemment, NLMK est dirigé par Vladimir Lizin. Il est un oligarque, mais pas un oligarque ordinaire. Selon le Kiev indépendante, il était le 3e homme le plus riche de Russie en 2023, ce qui fait de lui l'un des principaux courtiers financiers du pays. Et il ne va pas être content. Lizin a une histoire intrigante liée à la guerre en Ukraine. En mars 2022, il était l'un des rares oligarques russes à s'opposer à Poutine pour demander une fin immédiate à l'opération militaire spéciale. Écrivant dans une lettre qu'il a envoyée au personnel de NLMK, il a déclaré que la mort de personnes en Ukraine est une tragédie difficile à justifier ou à expliquer, avant d'exprimer l'espoir que Poutine travaillerait à trouver une solution pacifique au conflit qu'il a créé. La lettre a fuité malgré le refus d'un porte-parole de NLMK de confirmer son authenticité aux journalistes. Peut-être est-ce cette opposition précoce à Poutine qui est la raison pour laquelle Lizin est l'un des rares oligarques russes qui n'a toujours pas été sanctionné par l'Union européenne ou les États-Unis. Seule l'Australie a infligé des sanctions à l'oligarque, l'empêchant de se rendre dans le pays. Le plus inquiétant est que, malgré son opposition supposée à la guerre en Ukraine, Lizin est toujours prêt à faire des affaires avec Poutine. Son groupe sidérurgique entretient des relations avec des entreprises russes qui fabriquent des drones et des armes nucléaires. Une enquête de décembre 2022 sur NLMK révélant qu'il avait 18 contrats avec 8 des principales entreprises de défense de la Russie à l'époque. Pas grand-chose n'a changé depuis, Lizin n'étant toujours pas soumis à des sanctions en juin 2024. Cette info éclaire sous un angle nouveau la frappe de drone à Lipetsk en Ukraine. L'Ukraine, peut-être frustrée par le manque de sanctions imposées aux propriétaires de l'une des aciéries les plus vitales de Russie, a pris les choses en main. Plutôt que d'attendre que les États-Unis et l'Union européenne sanctionnent Lizin, ils ont attaqué l'une de ces aciéries pour qu'il ne puisse plus s'enrichir grâce à ses ventes aux fabricants d'armement de Poutine. Cela réduit à nouveau la capacité de production d'armement de Poutine. Mais pensez aux conséquences pour sa relation avec Lizin. L'oligarque a été touché au portefeuille, là où ça fait le plus mal. Il avait déjà exprimé des inquiétudes sur l'opération militaire spéciale de Poutine. Le fait qu'il n'ait pas subi d'accident mystérieux, comme tant d'autres oligarques, suggère que Poutine voit son entreprise comme un rouage essentiel de sa machine de guerre. Outre la limitation du flux d'acier en Russie, l'Ukraine visait, avec la grève de Lipetsk, à provoquer la colère de Lizin, pour lui faire comprendre que la guerre de Poutine contre l'Ukraine peut affecter son entreprise, même sans sanctions contre lui. L'Ukraine espère probablement que de telles grèves pousseront Lizin à s'opposer plus fermement à Poutine. Bien que spéculatif, cela ajoute un élément intéressant à l'attaque de drones de Lipetsk. L'Ukraine aurait pu porter un double coup en limitant la production d'acier russe et en retournant un oligarque clé contre Poutine. En somme, cela seul ferait de l'attaque du 13 février un succès. Mais il y a plus. Les drones ukrainiens ont frappé l'usine métallurgique de Novolopetsk et d'autres cibles en Russie la nuit dernière. Selon le ministère de la Défense russe, sur les 83 drones détruits dans la nuit du 13 février, seulement 12 l'ont été au-dessus de Lipetsk. Les 71 autres ont été abattus dans 8 autres oblasts russes. Bryansk, cible constante de l'Ukraine, a été attaqué par 37 drones. Koursk, une région contestée, a aussi subi une 12 drones. La Tveroblast a signalé 9 drones, avec 3 à Kaluga, Voronezh, Belgorod et Smolensk. Finalement, la Russie affirme avoir abattu un drone au-dessus de Rostov, une région frontalière cruciale pour la chaîne d'approvisionnement militaire russe vers le front.
Ce n'est pas seulement Lipetsk que l'Ukraine a attaqué, c'était plusieurs des plus importantes régions russes. Bien entendu, les rapports de la Russie affirmant avoir abattu tous ces drones doivent être pris avec précaution. La propagande de Poutine maintient toujours le même discours sur les attaques de drones ukrainiens, admettant au plus que les débris des drones abattus provoquent incendies ou victimes. Les vidéos, comme celle de l'usine métallurgique de Novolopetsk, suggèrent généralement le contraire. L'Ukraine a de nouveau porté un coup puissant au cœur du complexe militaro-industriel de la Russie. L'Ukraine a passé la majeure partie de 2025 à frapper des installations clés en Russie. 10 jours avant l'attaque de Lipetsk, elle a envoyé une autre nuée de drones vers la Russie. Cette attaque visait une raffinerie de pétrole à Volgograd et une usine de traitement de gaz à Astrakhan. L'attaque de la raffinerie était notable, les forces spéciales ukrainiennes affirmant avoir ciblé une ferme à Torcher, 2 unités technologiques et 2 unités de traitement principales. Comme pour l'acierie, frapper ces raffineries nuit à la capacité russe d'alimenter et financer sa guerre. Les produits pétroliers raffinés tels que le pétrole, le diesel et le carburant d'aviation sont utilisés par l'armée russe pour maintenir ses assauts sur les lignes de front de la guerre. Dans le cas de l'installation de Volgograd, une source a indiqué au Kyiv Independent que la raffinerie traite presque 6% de tout le pétrole en Russie. Cela nous dit une chose, l'attaque de Lipetsk en Ukraine est loin d'être un cas isolé. Cette stratégie concertée utilise des drones pour frapper en profondeur en Russie, ciblant ses capacités de fabrication et d'approvisionnement en carburant pour ses soldats au front. Et s'il reste encore un doute que l'Ukraine sait exactement ce qu'elle fait, considérez que Lipetsk représente au moins la 6e attaque de ce genre sur des installations russes clés depuis le début de 2025. L'attaque de Volgograd était la 5e, précédée par des frappes contre la raffinerie de Ryazan, qui a dû suspendre ses activités. Une frappe en janvier contre la raffinerie de Volgograd, une attaque contre une usine chimique à Bryansk, et une frappe contre une distillerie à Tambovo. L'Ukraine sait exactement ce qu'elle fait avec la Russie, ayant un tel avantage en termes de main-d'œuvre, qu'elle utilise pour maintenir une pression constante sur les lignes de front. L'Ukraine utilise ses attaques contre les installations industrielles et de fabrication pour affaiblir ses soldats. Détruire du pétrole raffiné signifie que ses troupes ne peuvent pas ravitailler les véhicules dont elles ont besoin pour lancer leurs attaques, les forçant à avancer contre l'Ukraine, dans des vagues humaines vulnérables. Réduire en miettes les usines chimiques signifie que la Russie ne peut pas utiliser les produits que ces usines produisent pour fabriquer des armes. Il en est de même pour la destruction des aciéries. Et dans le cas de l'usine métallurgique de Novolopetsk, l'Ukraine a frappé l'un des fabricants d'acier les plus vitaux de la Russie. La question est dès maintenant simple, qu'est-ce qui suit ? L'Ukraine continuera probablement de cibler de plus en plus d'installations industrielles russes dans les prochains mois. Chaque attaque réussie réduit les ressources financières et de production de Poutine pour soutenir son effort de guerre. Finalement, la Russie s'arrêtera, soulageant la pression sur l'Ukraine et lui permettant de connaître encore plus de succès contre les forces dévastées de Poutine. Ne pensez pas que l'acier de Novolipetsk ne sera pas une nouvelle cible. La frappe de drone du 13 février n'était pas la première attaque ukrainienne contre cette aciérie. Elle a également ciblé la même usine en juin 2024, cette attaque utilisant 7 drones et endommageant avec succès à la fois une station d'oxygène et une unité de séparation d'oxygène. Avant même cela, en février 2024, l'Ukraine a attaqué l'usine, provoquant un incendie dans un atelier, selon le gouverneur régional Artamonov. Cela nous dit une chose. L'acier de Novolipetsk est une cible claire. L'Ukraine pourrait faire de l'attaque du moulin une tradition annuelle, l'ayant frappé 2 fois en février consécutif. L'Ukraine a porté un coup sévère à l'industrie sidérurgique russe avec son attaque de drones. Poutine trouvera-t-il un moyen de se remettre de la perte d'un de ses principaux moulins ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et restez à l'écoute. Nous couvrirons les événements à l'usine métallurgique de Novolopetsk et la guerre en Ukraine au fil de leur déroulement. Abonnez-vous pour les dernières infos sur la défense de l'Ukraine et l'opération militaire de Poutine.